Ok, bonjour à tous, ou bonsoir plutôt. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire ce soir qui est consacré à la présentation du certificat de référence en stratégie. J'ai cité Stratégie at HEC Paris. Ce webinaire sera donc animé ce soir par Bernard Garrett, qui est directeur scientifique du programme, professeur de stratégie à HEC Paris et co-auteur du Stratégore et de Trouvez-moi une solution. C'est à l'occasion de la 9e édition de ce programme que nous organisons cette conférence. Ce programme que Bernard vous présentera plus en détail tout à l'heure donne une place très importante au concret avec l'objectif de résoudre des problèmes stratégiques d'entreprise. Nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Ronan, qui est actuellement en cours de formation sur l'édition 8 et qui nous fera un partage d'expérience. Et nous serons aussi accompagnés par Gladys, qui est votre contact, votre interlocutrice privilégiée dans le cadre des admissions à ce certificat. Donc, une soirée en plusieurs temps, une présentation du programme par Bernard Garrett. Nous ferons ensuite un moment de questions-réponses. Ensuite, Ronan nous partagera son expérience et nous terminerons par un deuxième temps de questions-réponses. Je vous invite donc à écrire vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Cela nous permettra d'y revenir et d'y répondre. Voilà, Bernard, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux d'être là et de partager avec vous quelques idées sur ce programme que j'ai le plaisir d'animer et de coordonner avec un certain nombre de mes collègues. Donc, voilà ce programme Stratégie at HEC qui, en fait, est un certificat, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce programme, vous obtiendrez donc un papier, un certificat qui valide votre participation à ce programme. Alors, sur le certificat, je l'ai reproduit là sur l'image. En fait, il y a deux mots importants, il y a stratégie et puis il y a HEC Paris. Et je vais commencer par vous parler 2 minutes d'HEC Paris, non pas que vous ne connaissiez pas, j'imagine que tout le monde connaît plus ou moins HEC, mais souvent on croit connaître et en fait on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Puis ensuite, je vous parlerai de stratégie proprement dit, c'est-à-dire de ce que c'est que la stratégie, ce qu'on fait dans le programme, le contenu, à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, etc. Donc déjà sur HEC, alors on va faire un petit test là dans le chat. HEC, en fait, c'est une école, bon, vous savez que c'est j'ose pas dire la meilleure école de commerce du monde parce que j'en suis diplômé, donc ça serait présomptueux, mais c'est quand même une école de commerce extrêmement connue. Bon, allez, oui, numéro 1, quoi. Créée en 1881. Alors, je voudrais vous poser une question. Répondez-moi dans le chat. Celui qui répond le premier a gagné. En 1881, quand l'école HEC Paris a été créée à Paris, quelque chose manquait à Paris, quelque chose que vous connaissez forcément, qui est connu dans le monde entier et qui n'était pas encore à Paris au moment où HEC a été créé. Alors, je vois que les réponses s'accumulent, je vais essayer de les lire. Ouais, la Tour Eiffel, bravo. Vous pouvez arrêter, merci, la Tour Eiffel. Effectivement, la Tour Eiffel, elle a été bâtie en 1889 pour le centenaire de la Révolution française. Donc, en fait, HEC a été créé avant, 1881. Donc, voilà, on est un peu plus vieux que la Tour Eiffel. Et c'est aussi un peu un emblème pour, je dirais, le monde des business schools. Voilà, HEC, c'est un peu la Tour Eiffel des écoles de commerce. Et il y a une particularité aussi très intéressante à connaître, c'est que si vous regardez depuis 20 ans dans le CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grosses sociétés françaises cotées à la Bourse de Paris, vous avez en gros, hein, sur les 20 dernières années, sur les 40, évidemment, dirigeants du CAC 40, vous avez en gros 10 à 12 diplômés d'HEC Paris en moyenne. C'est-à-dire que la seule école, en gros, les deux seules écoles, pardon, qui ont des scores à peu près aussi élevés, alors je ne dirais pas dans quel ordre parce que ça dépend des années, en fait, c'est l'école polytechnique et l'ENA. C'est au fond les 3 écoles en France qui forment le plus de PDG. Alors en plus, à HEC, il y a 2 particularités intéressantes. C'est que, d'une part, c'est beaucoup plus féminin.
C'est-à-dire, vous savez que maintenant, il y a des lois pour que les conseils d'administration aient un certain nombre de femmes, etc. Et ça permet en fait de faire progresser HEC parce qu'en gros, dans les promos, on a à peu près la moitié de femmes, que n'ont ni Polytechnique ni l'ENA. Et deux, c'est beaucoup plus international, c'est-à-dire que maintenant, vous avez des diplômés qui sont patrons, d'abord qui sont étrangers, énormément d'étrangers, et puis qui sont patrons de boîtes internationales. Alors en ce moment, on parle par exemple beaucoup de Pascal Soriot, le patron d'AstraZeneca, pour des raisons plus ou moins positives suivant les goûts, pour le vaccin là, contre le Covid. Eh bien, Pascal Soriot, c'est quelqu'un qui a fait le MBA d'HEC, donc voilà, c'est aussi un diplômé de la maison, et en fait, vous avez plein de boîtes comme ça internationales, pas nécessairement françaises, qui maintenant sont dirigées par des diplômés de HEC. Et donc, moi, pendant des années, j'ai été le directeur du MBA d'HEC. Et voilà, là, j'ai fait une photo de mes étudiants le jour de la remise des diplômes. Vous voyez que c'est ce que j'appelle les nouveaux visages, c'est-à-dire qu'en fait, on a des étudiants qui viennent absolument du monde entier. Et voilà, c'est une des caractéristiques actuelles d'HEC, c'est que c'est plus seulement l'école française traditionnelle telle qu'on la connaissait pendant plus d'un siècle. C'est vraiment une école qui est devenue extrêmement internationale, où il y a des gens vraiment de tous les horizons. Et avec une gamme de programmes extrêmement étendue. Et donc, le certificat là, dont nous allons parler, en fait, fait partie de cette gamme de programmes. C'est-à-dire, quand on pense à HEC, on pense à la grande école, mais en fait, il y a bien autre chose que ça. Donc, bien sûr, il y a la grande école et puis il y a toute une série de masters qui sont en fait leaders en France ou dans le monde suivant les matières, notamment en finance et en stratégie où on est très, très fort. Il y a les programmes MBA, le MBA full-time qui est dans le top 10 mondial maintenant, l'executive MBA qui est dans le top 5 mondial, et puis ce qu'on appelle le Global EMBA, c'est-à-dire qui est en alliance avec New York University et London School of Economics, qui est dans le top 3 mondial. Donc voilà, des programmes en fait internationaux qui correspondent aux standards mondiaux. Et puis une grosse activité de executive education, c'est-à-dire de formation permanente, de formation continue pour des gens qui sont déjà en poste et pour les aider à développer leur carrière. Donc sur tout ce segment-là, en fait, on est constamment dans le top 3 mondial. Et puis on a une grosse activité en fait en ligne où on se considère comme leader en Europe, pas en nombre de programmes, mais c'est plutôt en largeur de gamme et en profondeur des programmes, parce qu'en fait, on fait des programmes longs, poussés, qui donnent lieu notamment à des certificats comme celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de mettre en ligne, enfin, on met en ligne les cours d'HEC. Et donc, au fond, les cours que vous avez dans un certificat comme stratégie, c'est en fait les cours d'HEC. Ce n'est pas une espèce de résumé rapide, c'est vraiment le cours. Moi, quand je fais dans stratégie à HEC, en fait, vous avez l'équivalent du cours de MBA d'HEC complet. Même, je dirais que parfois, ça va un peu au-delà d'ailleurs de ce qu'on fait en salle de classe. Donc voilà, l'idée, c'est après de diffuser, si vous voulez, ce savoir et ces compétences pour des gens qui ne sont pas nécessairement des étudiants, mais au contraire des cadres, des dirigeants, des patrons, des consultants, etc., etc. Et moi, dans mon métier, en fait, je rencontre beaucoup plus de consultants, de dirigeants, de cadres d'entreprise que d'étudiants, finalement. Et notre métier, c'est dans une très large mesure la formation en fait continue, la formation permanente, ce qu'on appelle executive education, c'est-à-dire la formation de dirigeants, de cadres dirigeants. Alors maintenant, sur la stratégie. Pourquoi faire de la stratégie? À quoi ça sert? Donc, dans ce certificat, comme son nom l'indique, c'est ça qu'on fait de la stratégie. Alors déjà, à qui c'est destiné? Je dirais à des gens qui sont ou qui veulent devenir consultants. Vous savez qu'il y a un gros marché du conseil en stratégie avec des entreprises leaders, par exemple McKinsey, le Boston Consulting Group, Bain, etc. Alors moi, par exemple, j'ai travaillé chez McKinsey, un certain nombre de mes collègues aussi. Il y a des compétences à connaître, il y a des choses à connaître pour être capable de faire du conseil en stratégie. Et même si ce n'est pas du conseil en stratégie, si c'est du conseil en organisation, en informatique, etc., même de l'audit, en fait, il y a une composante stratégique là-dedans. Et donc, pour tout le monde du conseil, c'est absolument clé de connaître au moins le langage de la stratégie et, si possible, les concepts et être capable de développer des plans stratégiques ou des nouvelles stratégies pour des clients. Les dirigeants d'entreprise, évidemment, puisque c'est le métier du dirigeant, la stratégie. Alors, je sais bien que les dirigeants, alors moi-même, j'ai été dirigeant, ma femme dirige une entreprise, donc je côtoie tous les jours quelqu'un qui est dirigeant d'entreprise.
Ils passent beaucoup de temps en fait à résoudre des problèmes opérationnels, hein, et des problèmes de RH notamment, mais ils devraient, et beaucoup le font, passer aussi du temps à définir la stratégie de leur boîte. Et voilà, du coup, il y a aussi des méthodes, des outils qui leur permettent de faire ça. Donc la stratégie, ça sert à ça. Les entrepreneurs, évidemment, parce que quand on veut créer une entreprise ou une nouvelle activité à l'intérieur d'une entreprise, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une start-up, ça peut être de l'intrapreneurship. Connaître la stratégie, c'est absolument clé, parce que ce qui est important dans un pitch, par exemple, pour créer une activité ou une start-up, ce n'est pas le business plan à la fin avec des chiffres sur Excel, parce que ça, personne ne les croit, parce que c'est de l'argent qu'on n'a pas pour vendre un produit qu'on ne connaît pas, des clients qu'on n'a jamais vus. Donc, en fait, tout ça ne sert à rien. Par contre, ce qui est important, c'est l'idée et comment ça va se positionner par rapport aux concurrents, quel marché on veut adresser, quelle architecture de valeur on va créer, quelle est l'innovation là-dedans, quel est l'avantage concurrentiel. Voilà. En fait, c'est les questions stratégiques qui sont importantes. Les comités de direction, naturellement. Alors moi, dans mon travail, j'anime souvent des comités de direction. Et souvent, la question, elle est aussi bête que aidez-nous à faire le plan stratégique de la boîte. Parce qu'en fait, il y a des moments dans la vie d'un comité de direction où il y a besoin de recueillir un peu tout ça et d'en faire quelque chose de cohérent. Et c'est là que les méthodes d'analyse stratégique sont indispensables. Et puis, je dirais, toutes les équipes projets, tous les gens à qui, dans l'entreprise, on va donner ce qu'on appelle vulgairement un bâton merdeux, c'est-à-dire un problème à résoudre, et qui vont se poser la question de comment résoudre ce problème. Et en fait, souvent, la bonne méthode, c'est de faire en sorte que les solutions qu'on propose soient cohérentes avec la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire de ne pas juger les solutions en tant que telles, mais les juger par rapport à la stratégie de l'entreprise. Donc, si vous êtes un jeune cadre ou même un jeune diplômé qui se retrouve dans une entreprise et à qui le patron dit « Tiens, il faudrait faire une étude sur je sais pas, les coûts de production au Brésil », et voir comment en fait on pourrait se rapprocher avec tel fournisseur pour etc. En fait, très souvent, c'est derrière ça, c'est des questions de stratégie et il est bon de connaître les méthodes qui permettent de résoudre ces problèmes. Donc, voilà à quoi ça sert. Un, à résoudre les problèmes stratégiques en fait. À tous les gens que je viens de citer, ça leur sert à résoudre les problèmes stratégiques. Qu'est-ce que c'est résoudre un problème stratégique? C'est d'abord poser les bonnes questions. C'est-à-dire ça, je le sais moi en tant que consultant et je le sais aussi en tant que prof. Un problème bien posé, c'est un problème en moitié résolu. C'est-à-dire que si on est capable de poser correctement la question et les questions qui en découlent, c'est-à-dire quel est l'objectif qu'on a et quelles sont les questions à se poser pour l'atteindre, si on est capable de faire ça correctement, la moitié du boulot est faite. Alors, il y a une phrase célèbre de Einstein, alors je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, hein, mais qui disait si je devais sauver le monde, si j'avais une heure pour sauver le monde, je passerais 55 minutes à poser le problème et 5 minutes à chercher une solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans le questionnement qu'est la valeur ajoutée. Si le questionnement est bien fait, on va arriver à trouver une solution. Alors que la tendance naturelle qu'on a, c'est de passer 30 secondes à poser le problème et une heure, en fait, tout le temps qu'on a, en fait, à faire ce qu'on appelle la foire aux solutions, c'est-à-dire tout le monde propose ses idées dans le désordre le plus total et c'est très rare qu'il y ait la bonne au milieu. Et si elle y est, en plus, on ne la voit même pas parce qu'on n'a aucun critère pour en juger. Donc, en fait, comprendre quel est le problème et poser les bonnes questions, c'est quelque chose d'absolument clé. Et donc, en stratégie, penser stratégiquement, c'est d'abord ça. C'est être capable de faire ce travail et de décortiquer un problème, le poser en question, en sous-question, l'organiser pour pouvoir l'adresser. Deuxième point là-dedans, c'est connaître le langage et les modèles et les grilles d'analyse stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un langage, comme dans tout. Alors, certains trouvent qu'il n'y a que ça, d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un peu du baratin. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais c'est parfois une idée répandue. Et en tout cas, il est absolument clé de connaître la terminologie, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que c'est un avantage concurrentiel ou la chaîne de valeur ou le business model ou des mots qu'on entend partout, là, qui sont très à la mode, ou pivoter ou je ne sais pas quoi, lever des fonds, etc. Bon, tout ça a un sens extrêmement précis. Et en fait, en stratégie, on apprend à manipuler toutes ces notions et à comprendre ou créer de la valeur. Créer de la valeur, voilà. On comprend, en fait, l'idée, c'est de comprendre comment tout ça est relié et comment ça s'intègre dans un raisonnement construit. Et puis, bien sûr, proposer des solutions.
C'est-à-dire qu'en stratégie, il y a une part de créativité, il y a beaucoup d'analytique, hein, c'est-à-dire décortiquer le problème, poser des questions, connaître les modèles, parce que les modèles, en fait, c'est des ensembles de questions à poser, quoi. Donc, connaître tout ça, connaître les grilles d'analyse, c'est très important, c'est les outils, c'est la boîte à outils. Mais bien sûr, la boîte à outils, elle ne suffit pas pour faire un plan stratégique. Vous avez besoin d'un peu de création et souvent d'innovation et parfois beaucoup de créativité. Donc, il y a cette partie-là aussi. Tout ça pourquoi? Pour contribuer à la performance de l'entreprise. Pourquoi on essaie de résoudre les problèmes stratégiques? Alors, c'est quoi en fait un problème stratégique? Pour moi, c'est un problème qui engage la survie de l'entreprise ou qui engage la performance à long terme de l'entreprise, ce qui est souvent la même chose. C'est-à-dire, en fait, la meilleure façon de survivre, c'est de performer. Parce que la plupart du temps, on est dans un monde concurrentiel. Donc, pour survivre, la plupart du temps, il faut faire mieux que les concurrents. Du coup, ce qu'on veut faire, en fait, c'est contribuer à cette performance de l'entreprise, lui permettre de croître, de créer de la valeur, d'innover et, in fine, de survivre. C'est quand même ça qui est derrière. Donc, la création de valeur, l'innovation, la croissance, on parle de tous ces sujets-là, mais derrière, il y a une vraie question existentielle, un vrai problème stratégique, c'est celui qui engage vraiment la survie de la boîte. C'est d'ailleurs comme ça souvent qu'on les définit. Et puis, ça sert à développer des compétences professionnelles, c'est-à-dire faire de la stratégie, il y a aussi un bénéfice individuel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous apprend à penser, à analyser d'une certaine façon, à ne pas vous faire baratiner. C'est-à-dire, la stratégie, c'est une école de la perte de naïveté et c'est une école de l'esprit critique. C'est-à-dire que quand vous écoutez, par exemple, des dirigeants vous raconter leur stratégie, à la télé ou dans un magazine, la plupart du temps, franchement, ce qu'ils font, c'est du discours pour vous convaincre que leur boîte, elle est vachement bien. Alors moi, quand je rencontre un dirigeant, souvent, la première question que je pose, c'est quels sont vos concurrents? Tout bête. Et 80% des cas, la réponse que j'ai, c'est il n'y en a pas. Parce qu'en fait, on est les seuls à faire ça comme ça. Eh bien non, ce n'est pas vrai, parce que quoi qu'on fasse, il y a toujours des concurrents qui font à peu près la même chose ou qui essaient de l'imiter ou qui sont moins bons ou meilleurs, etc. Mais de toute façon, on se retrouve dans un univers où on va avoir une certaine opposition et où les clients, il va falloir les gagner. Souvent, il faut les gagner contre quelqu'un. Donc, voilà, toute ce décodage en fait, du discours, c'est vachement important. Et donc, en stratégie, on fait beaucoup ça, c'est-à-dire analyser les faits, analyser les investissements, analyser le marché, analyser la concurrence pour ne pas se faire raconter n'importe quoi et se faire vendre n'importe quelle idée, quoi. Donc, c'est une école d'esprit critique, de compréhension, d'analyse. C'est aussi une école d'imagination parce qu'en fait, on sait ex post, quand on a les données, on sait pourquoi une entreprise réussit mieux qu'une autre, quand on a les données. Et on est capable de faire un plan, on sait comment faire un plan pour essayer de mieux réussir que les autres. Par contre, il y a toujours une part de ce plan qui est l'imagination, c'est-à-dire inventer des choses nouvelles. Donc voilà, on apprend à cette articulation entre l'analyse et la créativité, quoi. Et je pense que c'est des qualités personnelles après qui servent. On apprend à convaincre, parce qu'en fait, un plan stratégique, une stratégie, c'est quelque chose qui doit permettre de convaincre les autres de vous suivre. Donc, on apprend à argumenter, à convaincre. Et puis, on développe un réseau. C'est-à-dire que dans ce certificat, ou ça serait vrai dans d'autres cours de stratégie, mais notamment dans ce certificat, vous allez en fait vous trouver dans une promotion, vous allez rencontrer des tas de gens. Et je vous engage d'ailleurs à utiliser ça parce que c'est une fantastique opportunité de se créer un réseau professionnel, de progresser. Et je sais par expérience que dans toute formation, et notamment dans celle-ci, les participants apprennent au moins autant entre eux que du prof. En fait, en travaillant entre eux, en échangeant entre eux, parce qu'en fait, vous savez plein de choses déjà. Nous, ce qu'on fait, c'est d'amener des méthodes, des grilles, des outils qui vous permettent d'organiser tout ça. Et en fait, c'est beaucoup entre vous que vous pouvez apprendre des choses. Donc, ce réseau, après, il continuera, et si vous le faites vivre naturellement, mais il contribuera à votre développement professionnel. Alors, si on regarde la promo actuelle, celle qui est actuellement, dont Ronan, qui va parler après, fait partie, celle qui actuellement suit le programme. Comme vous pouvez voir, il y a des personnes qui viennent d'à peu près tous les secteurs d'activité. Vous voyez que ça va de l'agroalimentaire
aux sciences, le droit, la finance, le conseil, etc. Alors évidemment, il y a quelques éléments, quelques secteurs qui sont surreprésentés, notamment la banque et l'assurance, le conseil, un peu la finance. Et c'est logique, hein, puisque c'est des secteurs dans lesquels la stratégie est extrêmement importante. Bon, j'ai parlé du conseil déjà. Si vous êtes dans la banque ou l'assurance, c'est intéressant à double titre, parce que dans la banque et l'assurance, vous avez évidemment à réfléchir ou à contribuer à la stratégie de la boîte pour laquelle vous bossez, une grande banque ou une boîte d'assurance, mais aussi vous avez à contribuer à la stratégie de vos clients, puisqu'en fait, une banque, ça finance des entreprises. Et en fait, c'est obligé, vous êtes obligé de vous intéresser à la stratégie des entreprises que vous financez. Vous vendez des contrats d'assurance à des boîtes, c'est exactement le même problème, il faut que ça s'inscrive dans leur stratégie. Enfin, je ne vais pas faire tout le détail de ça. J'ai déjà parlé de l'informatique, le conseil d'informatique, l'ingénierie. C'est clair qu'il faut s'intéresser à la stratégie des clients et du coup, il faut la comprendre et il faut avoir les méthodes pour ça. Voilà. Donc, vous voyez que dans la promo actuelle, on a des gens qui viennent à peu près au fond d'à peu près tous les secteurs, mais avec des dominantes qui sont logiques, hein, par rapport à la matière. Répartition par âge. En fait, là, la majorité est entre 30 et 39 ans. Si j'ajoute 40 à 49, voilà, c'est typiquement la cible de personnes qui sont en cours de carrière, en cours de développement, dans une phase ascendante de leur carrière et qui ont besoin d'acquérir des compétences nouvelles, justement, parfois, par exemple, pour accéder à des postes de general management ou des postes de direction. Il est indispensable de se muscler sur la stratégie. Donc, c'est l'âge des gens en fait, qui font des MBA ou des exécutifs MBA, plutôt des exécutifs MBA d'ailleurs, c'est-à-dire vraiment les gens qui essayent d'accéder à des postes de direction. Et puis, bon, les statuts professionnels, comme vous voyez, il n'y a pas que des chefs d'entreprise et des professions intellectuelles, loin de là, parce qu'en fait, la stratégie, c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde à tous les niveaux de l'entreprise, parce que tout le monde doit la comprendre et tout le monde, en fait, peut y contribuer s'il s'en donne la peine. Après, ce que je déplore, c'est qu'on n'a que 20% de femmes. Alors, vous remarquerez le côté extrêmement sexiste et genré des pictogrammes, mais bon, c'est comme ça. Donc, et on ne demande qu'à l'encourager. Donc, les auditrices sont encouragées à candidater, c'est vraiment important. D'où viennent les participants actuels? Alors là, en gros, comme c'est un programme francophone, c'est assez logique. Hein, on a 55% d'Europe, plus de 40% d'Afrique. Vous voyez les nationalités. Évidemment, la France en Europe domine. Mais aussi quelques participants qui sont en Asie ou en Amérique. Donc voilà, un programme international, francophone international. Et après, c'est-à-dire une fois que vous aurez le certificat, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, vous ferez partie de ce qu'on appelle HEC Paris Executive Community, c'est-à-dire, en fait, il y a une organisation pour les anciens, pour les titulaires de certificats, et puis de nos programmes, et tous les participants de nos programmes d'Executive Education. Et du coup, HEC leur donne accès à des masterclass pour se perfectionner, pour savoir ce qui se passe, connaître les dernières avancées en management, en stratégie, etc. Des conférences avec des grands témoins, des rencontres avec des entrepreneurs, des visites d'entreprises et de sites. Il y a aussi des trucs informels, hein, after work, cocktail, alors en ce moment malheureusement moins. Et puis des webinars, alors ça c'est clair qu'en ce moment c'est extrêmement populaire. Et puis aussi un groupe LinkedIn, donc pour dialoguer, pour échanger avec les autres participants, les anciens, parce que toutes les générations évidemment s'accumulent. Donc là, on a plusieurs dizaines de milliers d'anciens qui font partie de ce réseau. Du coup, quand je disais ça permet de faire du réseau, ça permet de faire du réseau évidemment dans le programme entre les participants, mais aussi après, en fait, HEC, c'est une fantastique usine à créer des contacts. Alors moi, j'y ai rencontré en plus ma femme. Hein, je me suis marié avec une camarade de promotion, donc c'est en plus une agence matrimoniale. Je ne sais pas si ça jouera ce rôle-là pour vous, mais voilà, c'est une fantastique occasion aussi de créer des contacts. Maintenant, si je regarde le contenu du programme, alors il y a, bon, c'est un programme qui dure longtemps, hein, c'est sur 6 mois. Alors, ce n'est pas 6 mois à temps plein, évidemment, hein, mais c'est un programme où vous avez le temps, en fait, d'apprendre à votre rythme avec une alternance de plusieurs méthodes. Donc, il y a des cours en ligne qui sont en fait des vidéos qui vous donnent le contenu du cours. Il y a un forum de discussion qui vous permet de poser des questions, d'échanger, de suivre un fil de discussion avec les profs et avec les autres participants.
il y a des masterclass en direct, donc en principe en webinaire, mais aussi en présentiel. Alors évidemment, en ce moment, là, sur la promo actuelle, il n'y a pas de présentiel pour des raisons que vous connaissez, mais je veux dire, dans un déroulé normal, il y a aussi des moments où vous pouvez, à Paris, rencontrer les profs physiquement. On utilise bien sûr des études de cas, et puis on a une particularité qui s'appelle les consulting workshops, c'est-à-dire en fait des ateliers, des séances en fait interactives où vous pouvez arriver avec vos problèmes de stratégie et y réfléchir avec d'autres participants et avec un prof en fait qui facilite ces workshops. On en dira davantage et Ronan tout à l'heure va nous en parler. Alors, un peu plus de détails sur le contenu. Il y a 3 grands cours: Business Strategy, Corporate Strategy et Strategy Implementation, c'est-à-dire mise en œuvre de la stratégie. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, en fait, vous allez le voir plus tard, mais donc il y a 3 grands cours qui sont 3 éléments en fait, de la stratégie. Ça va vous prendre 3 à 5 heures par semaine. Vous avez une masterclass chaque semaine, c'est-à-dire animée par un prof qui revient sur le cours, qui discute un cas, qui élargit tout ça, et ça vous permet de dialoguer. Donc là, actuellement, évidemment, tout est en ligne, mais sinon, il y en a quelques-unes qui se passent en physique. Des questions et des cas d'entraînement dans chaque cours. Donc, vous avez des petites études de cas et des questions qui vous permettent de vous entraîner, qui ne sont pas notées. 6 études de cas où là, vous serez noté avec évaluation et vous recevez du feedback des autres participants, puisque c'est noté par les pairs, plus éventuellement des profs quand c'est nécessaire, qui permettent en fait de travailler sur des… Et tout ça, c'est évidemment des cas réels, hein, ce n'est pas des cas d'entreprise A, d'entreprise B, c'est des vraies entreprises. Donc là, dans l'examen là qu'ils sont en train de faire actuellement, ils travaillent sur le développement de Decathlon aux États-Unis et sur CFM International, qui est une joint venture entre Safran et General Electric pour faire des moteurs d'avion. Alors, il y a d'autres, tous les secteurs sont concernés, hein. Il y a aussi des trucs de services, enfin, je veux dire, il y a plein de secteurs différents, c'est pas, voilà, ça peut être sur n'importe quel type d'industrie. Vous avez donc il y a aussi, pendant la durée du programme, 6 consulting workshops, là, c'est des dispositifs dont je parlais, où là, vous travaillez en fait sur des problématiques que vous avez dans vos organisations. Et puis, à la fin, il y a un examen final où là, vous êtes évalué pour, disons, l'ensemble du cours et ça vous permet en fait d'obtenir le certificat. Quelques éléments du syllabus, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on couvre dans le cours. Donc, en business strategy, ce qu'on appelle business strategy, c'est la stratégie dans une activité donnée, c'est-à-dire comment améliorer la performance d'une entreprise dans une activité donnée. C'est-à-dire, par exemple, je prends L'Oréal, qu'est-ce qui fait qu'ils vont réussir mieux que les autres dans les cosmétiques? Donc, je prends en Chine. Voilà. Donc, je prends un marché, une industrie donnée et on réfléchit à l'avantage concurrentiel qu'ils ont. Donc, là-dedans, on fait ça, cette question de savoir la performance, ce que c'est, comment la mesure et tout ça. L'analyse concurrentielle, hein, comprendre la structure de l'industrie, les concurrents, etc. Le business model, quel est le business model de l'entreprise? Quel est son avantage concurrentiel? Qu'est-ce qui fait qu'elle fait mieux que les autres? Et puis, tout ce qui permet d'innover et notamment de créer de nouveaux business models, donc de créer de nouvelles manières en fait de performer dans une industrie. Donc ça, c'est le premier cours, brièvement. Le deuxième cours, c'est Corporate Strategy, c'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire là, je ne suis plus simplement responsable d'un marché, d'un secteur particulier de mon entreprise, d'un business. Je suis le grand patron qui regarde l'ensemble du groupe. Donc là, ma question, c'est comment je vais créer de la valeur pour mes actionnaires, comment je vais faire croître l'entreprise, est-ce que je vais aller à l'international, est-ce que je vais me diversifier ou me recentrer, est-ce que je vais faire des fusions-acquisitions ou des alliances stratégiques, des joint ventures, des partenariats, etc. Et dernier cours, mise en œuvre de la stratégie. Là, en fait, on fait du problem solving, c'est-à-dire toute la méthode, en fait, pour comment mettre en œuvre tout ça. C'est-à-dire, j'ai un vrai problème, comment je le traite, comment je le structure, etc. On travaille sur la structure et les process, c'est-à-dire l'organisation, le leadership, le pouvoir, l'identité et la culture d'entreprise, et puis surtout le changement organisationnel. Quand j'ai une nouvelle stratégie, comment faire pour changer, pour faire évoluer l'organisation? Et voilà, comme je le disais, tout ça est fait à travers, évidemment, les cours en ligne, mais aussi les masterclass, des études de cas qui vous permettent d'appliquer tout ça, et puis les consulting workshops, où là, vous allez travailler non pas sur des cas écrits par des profs,
mais sur des cas qui sont amenés par les participants eux-mêmes. Les références qu'on utilise, alors je vous propose un peu de lecture si ça vous intéresse. Alors, il se trouve que je suis le premier auteur des 3 bouquins, donc je le dis en totale humilité comme d'habitude. Donc voilà, c'est la Bible un peu, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à savoir en stratégie, c'est dans ce bouquin-là qui s'appelle le Stratégore. C'est un peu, vous voyez, l'épaisseur. Bon, alors dans le cours, en fait, vous avez l'équivalent de tout ça en version un peu plus condensée. Mais si vous voulez plus de détails, il y a absolument tout là-dedans. C'est vraiment la Bible de la stratégie. Et puis, donc récemment, j'ai fait 2 bouquins avec des collègues sur le problem solving. Donc, il y en a un en anglais et un en français qui est à peu près la même chose, qui permettent en fait qui en fait vous expliquent comment poser le problème, comment le décortiquer, comment trouver des solutions, et puis comment convaincre les autres qu'il va falloir mettre en œuvre ces solutions. Donc voilà, le contenu en fait du certificat s'appuie sur ces livres-là. Vous allez rencontrer une équipe pédagogique. Donc, il n'y a pas que moi, loin de là. Et les masterclass, en fait, non seulement les cours en ligne sont faits par mes collègues, mais les masterclass aussi sont animés par différents collègues. Et je dois dire qu'à HEC, de ce côté-là, on est assez gâtés parce qu'on a une équipe de profs vraiment top dans un certain nombre de domaines. Donc, vous rencontrerez Laurence Lehmann, qui, avant d'être une brillante prof, a été mon étudiante il y a quelques années. Elle vous parlera surtout d'innovation, de nouveaux business models. Alors, c'est un puits de science sur les startups, l'innovation, vous voyez, tout ce qui est nouveaux business, les nouveaux modèles de revenus, les plateformes, tout ce qui est, au fond, nouveaux business models, création de nouvelles entreprises. Pierre Dussoge, qui a enregistré beaucoup des cours de business et de corporate stratégie sur les modèles et les grilles d'analyse, et qui est un de mes co-auteurs sur Stratégore. Donc là, c'est vraiment le cours de stratégie, je dirais, de base, les choses à connaître pour faire de la stratégie. Olivier Siboni, qui est le collègue avec lequel j'ai fait le livre sur le problem solving, Trouvez-moi la solution. Olivier a passé 25 ans chez McKinsey. Il a fini directeur senior du bureau de Paris après avoir été en poste à New York. Je crois qu'en conseil en stratégie, il connaît assez bien. En fait, moi, quand j'ai un souci, je lui pose la question parce qu'il sait ça bien mieux que moi. Georges Blanc, qui lui travaille sur les structures, l'organisation des entreprises, la mise en œuvre de la stratégie. Et puis Bernard Ramanantsoa, qui est en fait l'ancien directeur général d'HEC. Donc en plus, c'est un grand dirigeant c'est lui qui a fait d'HEC ce que c'est à l'heure actuelle, c'est-à-dire c'est lui qui a transformé en fait une école qui était un champion national de très grande valeur, mais qui était un champion national, il a transformé en business school international. Et c'est lui qui vous parlera de mise en œuvre de la stratégie et d'identité, de culture d'entreprise et de leadership. Donc, c'est du leadership, je veux dire, expliqué par un vrai leader qui a vraiment fait ses preuves dans son domaine. Hélène Chanu-Musicas, qui, elle, vous parlera de changement organisationnel, de comment faire changer les organisations, mais aussi d'innovation. Et elle aussi a fait du conseil pendant de nombreuses années. Et donc, c'est une approche extrêmement pratique du changement. Et puis Xavier Mas-Kolbock, qui lui s'occupe des consulting workshops. Alors lui, c'est un consultant, ce n'est pas un prof, et on fait ça exprès. C'est-à-dire que sur les consulting workshops, l'idée, c'est vraiment de vous faire travailler en mode conseil sur vos problématiques de stratégie. Donc, c'est en fait lui qui anime ça et qui facilite les ateliers. Alors, 2 mots sur justement les fameux consulting workshops, parce que c'est au fond là que vous ferez le plus de rencontres finalement. C'est là que vous traiterez de vos propres problèmes. Et je pense que c'est le genre d'activité où, en fait, ce que vous en retirez, c'est ce que vous y amenez. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous amenez des problèmes que vous avez ou que vous connaissez, puis vous travaillez avec d'autres collègues, au fond, qui font la même formation que vous, pour travailler sur ces questions. Alors là, évidemment, Mike Tyson, vous n'allez pas l'avoir comme prof, mais je l'ai mis sur la page là, parce que la citation est marrante. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un peu dans la gueule, quoi, si je traduis littéralement. Il y a une phrase aussi que disent les militaires, c'est à peu près la même chose, qui disent aucun plan de bataille ne résiste au contact avec l'ennemi. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir une stratégie vachement bien pensée. Simplement, quand on va sur le terrain ou qu'on commence le combat, il se passe des trucs qui ne sont pas prévus. Et donc, si on prend une grosse gifle, il faut changer le plan, quoi. Donc, il faut avoir la capacité de riposter et de réagir.
Donc, un plan stratégique, ça ne s'exécute jamais tel qu'on l'a conçu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir un, hein, mais ça veut dire que ce qui est plus important, c'est d'avoir compris quelle est l'intention et quelles sont les grandes lignes plutôt que d'essayer d'exécuter dans le détail finalement. Voilà. Du coup, ce qu'on a voulu faire avec les consulting workshops, c'est vous donner l'occasion d'expérimenter ça, c'est-à-dire d'arriver avec des problèmes ouverts que vous choisissez vous, et ce qu'on vous souhaite, c'est que ce soit des problèmes concrets que vous rencontrez effectivement. Ça peut être un projet de création d'entreprise, ça peut être vous êtes dans une entreprise, vous avez par exemple un projet d'acquisition à l'étranger, ça peut être un projet de diversification, ça peut être un plan social, ça peut être des tas de choses, et se dire comment on peut le traiter stratégiquement et comment on peut utiliser les autres membres du groupe pour en fait avancer sur le problème. Alors, juste un petit schéma pour vous dire comment ça marche. Donc, il y a un participant qui propose un sujet sur lequel il souhaite travailler. Il met ça sur le fil il y a un fil de discussion spécifique. Les autres participants qui sont intéressés par le sujet se déclarent pour travailler sur ce sujet et disent voilà, ça m'intéresse, j'ai envie de travailler avec toi. Chacun contribue sur le fil de discussion ou en groupe de travail, c'est-à-dire vous pouvez créer des groupes de travail pour bosser ensemble sur le projet. Et puis, les résultats d'étape, on peut faire plusieurs séances, sont partagés dans le workshop qui est ouvert à tout le monde et qui est animé par Xavier et moi, mais surtout Xavier, régulièrement. Donc, il y en a 6 pendant le certificat et où là, on regarde l'avancement des différents problèmes, est-ce qu'ils sont résolus ou pas, et puis on fait intervenir les autres pour essayer de discuter ensemble et de faire avancer le sujet. Beaucoup d'ailleurs de l'apprentissage et du travail se fait hors du workshop, parce que le workshop lui-même, la réunion, c'est quand on échange. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de travail qui se fait entre les participants avant. Ce genre de dispositif est complètement volontaire, c'est-à-dire ça, c'est pas noté, c'est pas le truc, c'est pas évalué pour vous, parce que c'est impossible de vous mettre une note là-dessus, ça n'a d'ailleurs aucun intérêt. Par contre, c'est l'occasion de pratiquer directement et sur des sujets que vous choisissez vous-même. Et je pense que c'est assez unique parce que si vous regardez les cours en ligne, souvent, c'est quand même pas interactif à ce point, c'est-à-dire vous entendez des profs parler, mais là, ce qu'on vous donne, on vous donne l'occasion, vous, de parler, de présenter un truc et puis d'en discuter à la fois avec des profs et avec d'autres participants. Voilà. Donc, ce que je vous propose là, c'est de faire une petite pause et regarder un peu les questions. Donc là, j'ai un peu besoin d'aide. Est-ce que, parce que moi, là, j'ai parlé, je n'ai pas suivi les questions. Est-ce que mes chers collègues Nina ou Marion, là, qui sont à Lille, peuvent me dire s'il y a des questions auxquelles il faudrait répondre oralement, qu'on pourrait partager avec tout le monde? Alors, on a eu quelques questions techniques, mais pas trop sur le contenu. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Pour l'instant, on a répondu sur le chat aux questions qui étaient posées. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, soit à lever la main, comme ça on pourra vous donner la parole, soit à les poser directement. Alors, on a des nouvelles questions qui arrivent sur le chat. Alors, les dates de début. Donc, ce sera, si vous voulez répondre, Bernard. Non, allez, vas-y, réponds. Ce sera le 22 mars, la prochaine session. Donc, la prochaine session commence le 22 mars. Combien de promotions on prévoit sur l'année? Alors là, on en a 2 par an. Donc, en général, c'est une session qui commence en mars et une en octobre. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment premier semestre et second semestre. Alors, je vois une question. Est-ce que des interventions de professionnels de la stratégie sont prévues dans le cadre de la formation? Alors oui, puisque en fait, un certain nombre des personnes que je vous ai présentées sont des professionnels au sens, ce n'est pas des profs, je vois bien la question, c'est-à-dire un prof, c'est surtout pas un professionnel, c'est une espèce de charlatan. Je plaisante, mais professionnels de la stratégie, je comprends la question comme étant soit des dirigeants d'entreprise, soit des consultants. Et la réponse est clairement oui. Puisque, par exemple, Olivier Siboni, c'est un consultant, Xavier aussi. Nous faisons du conseil. Enfin, moi, par exemple, je fais du conseil régulièrement en plus de mes cours. Et on a par ailleurs des témoignages, à travers les cas qu'on étudie, on a des témoignages de dirigeants aussi qui sont utilisés. La réponse est oui. Est-ce que le cours de stratégie et implémentation prend en compte la dimension culturelle? Alors, je ne sais pas bien ce qu'on appelle culturel, c'est-à-dire la dimension culturelle et partenariat. Si Anne-Sophie peut nous préciser ça.
Bonjour, oui. Bonjour. Non, en fait, parce que si j'ai bien compris, c'est la concrétisation de la stratégie. Et si enfin, notre optique, c'est de signer un partenariat en Chine, par exemple, est-ce que toute la dimension culturelle qui entoure le contrat, enfin les nouvelles cultures, est-ce que tout ça, est-ce que c'est pris en compte selon les Oui, pays? oui. D'accord. Alors, ce n'est pas une formation aux affaires internationales, hein, c'est-à-dire Non, qu'on bien sûr. ne va pas entrer dans le détail des différences culturelles entre la Chine et le Japon. Mais en revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grosse partie sur l'internationalisation qui, en fait, vous donne les concepts pour analyser ces différences, voir comment les prendre en compte et, si vous voulez, adapter la stratégie aux différents contextes locaux. Donc, cette question est traitée. Ensuite, la question de la culture d'entreprise aussi est traitée. C'est-à-dire D'accord. vous avez deux dimensions de culture. Vous avez les cultures nationales et les cultures d'entreprise, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même pays, vous pouvez avoir des cultures d'entreprise très différentes. C'est-à-dire, par exemple, en France, si vous êtes chez Michelin, ce n'est pas du tout comme dans une start-up de l'édition, si vous voyez ce que je veux dire, ou dans une Tout à start-up fait. de livraison de repas, quoi. Donc, les deux dimensions sont discutées, prises en compte et on vous donne un certain nombre d'éléments. Oui. Après, on ne fait pas de la géographie économique, hein, ça reste de la stratégie. Mais la réponse est oui. D'accord, merci. Avec plaisir. Les cours sont-ils en français? Alors oui. Les cours, alors les vidéos, en fait, les cours en ligne sont en anglais avec des sous-titres français et le texte en français qui vous est donné. Parce qu'au départ, en fait, on a enregistré toutes les vidéos en anglais parce que beaucoup de nos cours sont en anglais. Mais vous avez donc traduction, vidéo, enfin, avec sous-titres, plus le texte écrit que vous recevez. Les cas que vous allez étudier seront en français, les questionnaires auxquels vous allez répondre seront en français. Vous écrivez en français tout le temps, etc., etc. Donc, la réponse, c'est oui, définitivement. Alors, ça répond peut-être en partie, c'est-à-dire, est-ce que c'est une certification HEC? Oui. Un DAF corporate qui décide de s'orienter vers les opérations et de devenir business partner auprès d'un dirigeant, est-ce la bonne formation? Alors, ce n'est peut-être pas la bonne formation. Hein. La question, c'est un DAF corporate qui décide de s'orienter vers les opérations et devenir business partner auprès d'un dirigeant qui cherche à se développer. Est-ce qu'il doit faire ce certificat? Est-ce que c'est la bonne formation? Ce n'est certainement pas la seule, mais en tout cas, je pense qu'elle est indispensable. C'est-à-dire, c'est typiquement le genre de trajectoire de carrière où avoir ce certificat peut être vraiment pertinent, quoi. Parce que là, c'est changer en fait d'une position de DAF à une position de business partner, c'est-à-dire où il faut faire de la stratégie et du general management. Donc, je dirais oui, 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 oui. Alors oui, est-ce que sur les livres là et tout ça, est-ce que pendant l'examen final et QCM, est-ce que nous aurons une base commune d'apprentissage ou est-ce que nous devons nous préparer avec les livres de Monsieur Garrett? Non, non, les livres, c'était juste pour vous dire qu'il y a une base de connaissances derrière qui a été publiée, etc., à laquelle vous pouvez vous référer. Mais en fait, c'était pour frimer, quoi, pour vous montrer mes bouquins. Fondamentalement, tout ce qui sera posé en questionnaire, en cas, etc., est dans le cours. C'est-à-dire que tout ce que vous recevez comme contenu suffit pour obtenir le certificat. Il n'y a pas de piège et on ne vous demande pas. Par contre, évidemment, ça permet d'approfondir si vous allez regarder des bouquins. Est-ce que la formation intègre la finance? Non, pas directement. Alors, on fait le lien, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de performance, de création de valeur, de comment on la mesure, etc. Donc, le lien avec la finance est fait. Par contre, ce n'est pas un cours de finance, c'est un cours de stratégie. Il existe des formations en finance offertes notamment par First Finance et HEC, comme ICCF. Je pense que c'est un très, très bon complément et qu'avec les deux, c'est-à-dire stratégie et finance, ça vous donne vraiment la compétence de direction générale, quoi, et la compétence de direction financière en même temps. Donc, le pont, clairement, est fait. D'ailleurs, le cours de ICCF aussi fait le pont avec la stratégie. Hein, et c'est un collègue que je connais très bien. Voilà. Donc, mais en fait, c'est complémentaire. C'est pas, voilà. Le cours traite-t-il de la stratégie pour tout type d'organisation, grande entreprise, ETI, PME, etc., start-up? Oui. Organisation publique et non-profit? Oui. Alors, l'axe, il est quand même plutôt sur les entreprises qui sont dans des secteurs concurrentiels, mais tout ce qu'on dit s'applique aussi aux organisations publiques avec des petites adaptations.
Mais là, disons qu'on part du principe que le cœur de cible, c'est quand même les entreprises, on va dire, capitalistes. Mais par exemple, moi, je fais régulièrement des séminaires de formation pour les dirigeants, les administrateurs de la Massif, qui est une mutuelle d'assurance, comme vous savez, et de santé aussi. Voilà, tout ce qu'on dit s'applique aussi là. Voilà. Est-ce qu'il y a des intermédiaires d'entraînement avec le quiz final? Oui, il y a des intermédiaires d'entraînement, oui. Quand je vois le programme, est-ce que l'investissement n'est pas supérieur à 3-5 heures? Alors, ça dépend du temps que vous y mettez, vous. Je pense qu'il y a des participants qui mettent plus que ça. Ça, c'est incontestable, mais ça dépend de votre volonté. Est-ce que la formation est pertinente si on est positionné sur des PME? Oui. Est-ce qu'elle n'est pas orientée uniquement sur les entreprises de grande taille? Non. Donc, on parle d'international, on parle des grands groupes, mais c'est aussi très bien, enfin, je veux dire, on couvre très, très bien le côté start-up et le côté PME. Alors, moi, personnellement aussi, je fais beaucoup de conseils ou d'interventions auprès des dirigeants de PME. D'ailleurs, les cas qu'on étudie ne sont pas que des cas de grands groupes. Alors, évidemment, les noms que j'ai cités le sont parce que c'est des noms connus, mais vous verrez qu'on fait aussi des cas de petites entreprises, et notamment sur toute la partie start-up innovation. Donc, voilà, ça couvre vraiment tout de la start-up à la multinationale. Donc, d'ailleurs, les concepts, finalement, les méthodes sont les mêmes. Quelles sont les opportunités professionnelles pour ceux qui ne sont pas en poste? Je pense que ça, je ne peux pas répondre en vous disant quoi exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'entre les contacts que vous faites pendant la formation et le contenu que vous apprenez, ça vous arme beaucoup mieux pour un certain nombre de projets, notamment pour ceux qui ont envie de faire du conseil ou ceux qui ont envie de travailler dans des domaines B2B. Être capable de faire de la stratégie, c'est vraiment une compétence clé. Bon, je laisse les questions techniques sur la validation, tout ça. Est-ce qu'on peut, sur les liens avec ICCF, je pense que vous pourrez répondre. Est-ce que le cours est adapté aux gérants de TPE en création? Oui, incontestablement. Le taux de réussite à l'examen, ça, je ne le connais pas, mais on pourra vous répondre. Mes collègues pourront vous répondre. On échange vraiment avec les autres. On peut poser des questions, on peut échanger sur ce qu'on a vu la semaine d'avant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. On a plus l'impression d'être dans un vrai cours, en fait, qu'un peu comme dans un amphi. Et deuxième chose qui fait la différence pour moi, comparé au cours que j'avais fait avant, c'est les consulting workshops. Et pour moi, c'était complètement une nouveauté. Enfin, même d'ailleurs, quand je me suis inscrit au certificat, je n'avais même pas vu qu'il y avait ça. C'est vraiment intéressant parce que chacun peut venir pour proposer une thématique, soit une thématique qui l'intéresse personnellement ou bien un truc dans sa boîte, dans son entreprise, un vrai problème. On peut la proposer. Et après, il y a des gens qui vont dire « Ah tiens, ça m'intéresse et tout, je bosse avec toi, on va constituer un groupe et on va bosser dessus en fait pendant tout le cours. » Voilà. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de thématiques en fait super variées qui sortent. Et ouais, par exemple, ce que j'ai proposé, on est 8-10 personnes à bosser dessus. En fait, c'était dans quelle mesure les certificats et les formations en ligne des business schools peuvent remplacer à long terme les masters et les MBA de business school. Voilà. Donc en fait, je pense, si on bosse bien, peut-être qu'on pourra même vendre le résultat de notre étude à Bernard. C'est possible. Peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs il y a plusieurs années, je suppose. Je suppose que HEC s'est déjà posé la question. Ah oui, c'est posé la question de nombreuses reprises. Je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé la réponse. Ok. Et elle est très évolutive à mon avis. Et tiens, d'ailleurs, les collègues qui bossent avec toi sur ce projet, tu les as, en fait, ils ont quel profil? Tu les as trouvés comment? En fait, c'est des profils super variés. Et c'est des gens, moi, je me suis inscrit comme ça au certificat, je connaissais personne. Et on doit être une dizaine de personnes à bosser vraiment sur ce sujet. Il y a des gens de tous les horizons. Il y a Mohamed Ali qui est militaire, qui veut passer dans le civil et se reconvertir en coach en stratégie. Il y en a un qui a son compte en stratégie depuis 40 ans et qui veut se remettre à jour. Il y a Marion qui est dans les RH et qui veut connaître, en fait, comprendre ce que les candidats qu'elle a en interview, ce qu'ils font, à quoi ça fait, ce qu'ils cherchent à faire et tout. C'est vraiment super varié. Il y a tout. Mais ce qui est bien dans les consulting workshops, comme
comme c'est sur une base volontaire, il n'y a que des gens motivés dans le groupe, en fait. Parce que ceux qui ne sont pas motivés, ils ne vont même pas s'intéresser au sujet. En fait, ils vont juste faire le cours de chaque semaine, mais pas le consulting workshop. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, on bosse vraiment sur une thématique qui nous intéresse ensemble. Et en fait, le consulting workshop, c'est pas seulement consulting workshop seulement. Et en fait, après, on constitue un groupe et pendant tout le cours, on va bosser ensemble, on va échanger. Des fois, on s'échange des articles. Tiens, j'ai vu ça la semaine dernière, par exemple, il y a Daimler, j'ai vu Daimler a décidé de séparer ses divisions automobiles et poids lourds. Voilà. Ça, c'est un truc, bon, je sais pas, il y a 2 mois, j'aurais lu ça, j'aurais fait, ouais, c'est intéressant, mais je comprends pas trop. Et là, en fait, je lis le truc mais c'est exactement le cours de la semaine dernière sur les fusions et acquisitions. C'est exactement ça. Voilà. Et ce qui fait qu'après, on échange avec les autres et comme tu disais, Bernard, on apprend en fait autant du groupe, des autres, que du cours en lui-même. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je me demande, enfin, honnêtement, je pense qu'il y en a un petit paquet qui ne sont pas dans des groupes, dans la promotion. Et ceux qui ne sont pas dans des groupes, je ne sais pas comment ils font, parce que je pense que ça ne va pas être simple. Enfin, on doit bien galérer parce qu'il y a pas mal de concepts. Et c'est pas simple à comprendre. Et puis, il y a des business cases qui sont assez costauds, hein, honnêtement. Et quand on fait son truc dans son coin, on part sur une idée, on se dit, ah ouais, mais c'est probablement ça, c'est peut-être ça, peut-être que le mec, faut qu'il fasse ça. Il se positionne comme ça. Et en fait, quand on discute avec les autres, on se rend compte que on a raté 50% du business case, enfin, on a 50% des informations qu'on n'a pas pris en compte, ou bien il y a plein de trucs qu'on n'a pas considérés. Et en fait, on apprend vachement des autres. Et ça que je trouve super intéressant. Et c'était un truc, je me demandais, en fait, avant de m'inscrire au certificat, si vraiment ce serait juste un truc en ligne, un super MOOC, en fait, un super cours Coursera, ou bien il y aurait vraiment plus, ce serait plus proche d'une vraie expérience HEC. Et justement, enfin, ça c'est vraiment intéressant. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et une question que j'ai justement à Bernard, parce que c'est un truc, enfin, nous on a beaucoup ça avec le groupe dans lequel je suis, on bosse beaucoup ensemble et en fait c'est du networking, hein, de la façon, enfin, on cherche pas à faire du networking, mais en fait on va rester en contact après. Mais est-ce qu'il y a autre chose de prévu dans le certificat? Parce que pour moi, c'est un truc un peu, enfin, assez important quand on paye pour une formation à HEC, c'est aussi ce qu'on veut avoir des contacts aussi. Ouais. Des contacts avec d'autres personnes qui sont intéressantes. Alors, évidemment, là, on est dans une période un peu particulière parce que dans les versions non Covid, je dirais, il y a des rencontres où on peut se retrouver entre participants. Il y a même des rencontres informelles, etc., qui sont prévues, que là, on ne peut pas faire en face à face. Donc, ça limite un peu. Mais ce qui est prévu, en tout cas, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que en fait, quand on a le certificat, on fait partie de ce qu'on appelle HEC Executive Community. Donc, en fait, c'est comme une association de diplômés, quoi. Alors qui n'est pas que du certificat, hein, c'est de toutes les formations Executive Education d'HEC. Donc, en fait, il y a Donc, c'est-à-dire aussi les formations en présentiel, enfin, ceux qui vont faire un programme en management pendant un mois à HEC. OK. Voilà, c'est ça. Et du coup, exactement. Et du coup, ça donne accès à un certain nombre de prestations et puis tout simplement à des rencontres, en fait. C'est-à-dire le fait même d'être membre du cercle, quoi, permet de rencontrer les autres, quoi. OK. Voilà. Donc, oui, l'idée, c'est que déjà que les contacts que vous nouez dans le certificat puissent se pérenniser, d'où ce que tu disais sur le travail en groupe, etc., en disant ça permet de continuer après à se voir, etc., mais aussi avec des gens des promos précédentes ou des gens qui ont fait d'autres certificats ou d'autres formations. Après, un réseau, ça fonctionne en fait comme un consulting workshop, c'est-à-dire tu vas en retirer ce que tu y apportes, quoi. C'est-à-dire c'est les gens actifs qui vont faire la démarche d'aller vers les autres, qui vont en retirer quelque chose. Comme tu le disais très justement, il est parfaitement possible de faire ce genre de formation en restant dans son coin. Et d'ailleurs, c'est légitime, hein. Il y en a qui préfèrent faire comme ça, c'est leur droit. Mais ce qui est clair, c'est que c'est aussi une occasion de nouer des contacts et de faire du réseau, mais que pour que ça marche, en fait, comme tu le dis d'ailleurs, tu ne peux pas te comporter juste en consommateur. Il faut que tu fasses la démarche, toi, d'apporter quelque chose, et c'est comme ça que voilà. C'est-à-dire, d'ailleurs, moi, j'ai des étudiants souvent qui disent, mais est-ce que ça aide à trouver un job, etc. Enfin, la question a été un peu posée. Bon, si tu vas voir quelqu'un dans le réseau, tu lui demandes un job, ce que tu obtiens, c'est un conseil, hein, ce n'est pas un job, quoi.
Non, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Voilà. Et déjà, si ça tu m'étonnerait obtiens, que. un conseil, déjà, c'est bien. Hein. Mais par contre, si tu demandes un conseil, ou si tu demandes un avis, ou si tu apportes une idée, ben souvent, tu obtiens quelque chose en retour qui peut être pas un job, mais un autre contact, une connexion, une autre idée, etc. Et un beau jour, c'est comme ça que ça débouche sur un job. Enfin, moi, tous les gens que je connais, là, dans la période récente, qui en plus est troublée, hein, mais qui ont changé de job ou qui ont trouvé un job, c'était par contact. Hein, c'était pas en répondant à une annonce. Enfin, moi, c'est mon expérience en tout cas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein, il y a des gens qui trouvent des jobs en répondant à une annonce. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Simplement, à un certain niveau, quand on cherche un job un peu, voilà, on veut entrer dans une boîte un peu en vue ou en fait, où on cherche un poste de direction ou quelque chose de, voilà. Bon, c'est clair que le fait d'être visible dans un réseau joue énormément. Enfin, on le sait tous. Hein, voilà, professionnellement, c'est comme ça que ça marche. Il y avait une question sur les consulting workshops, donc, qui permettra peut-être de faire un résumé, Ouais. qui demandait de revenir sur les consulting workshops. Est-ce que c'est un groupe de travail pour s'aider, pour répondre aux cas posés, ou un groupe de réflexion en plus? Je trouve que ça permet de faire une Ah oui. synthèse peut-être. Alors, c'est pas pour répondre aux cas, c'est pas pour répondre aux business cases qui sont posés et qui sont évalués, etc. Non, c'est vraiment des séances en fait. Donc, il y en a 6, hein, qui sont des rendez-vous avec Xavier, qui est un consultant professionnel. Là pour le coup, c'est pas un académique, c'est un professionnel. Dans lesquels les participants amènent eux-mêmes leurs problématiques. Donc, Hervé, par exemple, Ronan, pardon, Ronan Hervé. C'est quoi d'ailleurs? C'est Ronan ton prénom? Ouais, j'ai un nom super compliqué, j'ai un nom à rallonge, à tiroir, je suis désolé. Non, J'y suis c'est pour pas. rien, c'est mes parents qu'il faut se plaindre, c'est pas à moi. Moi, c'est pas mon cas. Mes ancêtres ont voyagé très léger au cours des âges. Donc Ronan, excuse-moi. Par exemple, il a amené ce sujet qui est est-ce que les formations en ligne vont supplanter les écoles traditionnelles? On a eu d'autres sujets sur comment créer une nouvelle offre dans une boîte d'assurance. On a eu un sujet sur comment améliorer la rentabilité d'un réseau de cabinets de conseil. Ces sujets ont été amenés par les participants eux-mêmes. Hein. Donc, ce n'est pas des cas qu'on amène et puis on crée un groupe pour réfléchir dessus. C'est en fait un participant qui dit, ben voilà, moi je m'intéresse à ça, soit parce que je suis patron de la boîte d'ingénierie là, qui veut améliorer ses performances, allez-y, donnez-moi vos idées, ou Ronan qui dit, ben voilà, je me pose ce problème, qui veut participer. Donc voilà, le groupe se constitue juste par affinité, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés par la question peuvent participer, c'est libre. Et les réunions, les 6 réunions qu'on fait permettent de faire des points d'avancement des différents projets. Voilà en fait comment ça marche. Donc voilà. Alors comme disait Ronan, c'est aussi l'occasion en fait de créer un groupe qui peut servir à autre chose. Donc du coup, c'est pour ça que Ronan a dit ouais, ça permet aussi, on échange aussi sur les cas qu'on fait, les examens et tout ça, parce que voilà, c'est aussi l'occasion de parler d'autre chose que du projet qui est autour duquel s'est structuré le groupe. Mais le point de départ, c'est vraiment la problématique amenée par un ou plusieurs participants. Ok. Et Une c'est question. pratique. L'idée, c'est que c'est extrêmement pragmatique. C'est-à-dire, on va prendre le problème et puis essayer. Donc, ceux qui sont dessus, quoi, essayent d'analyser, etc. Ils présentent à la réunion et là, tout le monde peut dire ce qu'il en pense, refaire. Souvent, ça aide en fait à mieux reformuler les questions, à pousser l'analyse, à voir ce que les gens ne comprennent pas. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à un résultat concret, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, voilà, en fait, le cours, on a beaucoup de business case, mais un business case, c'est cadré, en fait. Il y a 10 pages, il y a une description, il y a l'historique de l'entreprise, il y a la situation actuelle, la concurrence, des tableaux avec des informations, des chiffres et tout. Mais c'est vachement cadré. Et en fait, quand on se retrouve dans la vraie vie, hein, au boulot, c'est pas du tout comme ça. On a des problèmes qui sont justement, on ne sait pas exactement, on sait qu'on a un problème, mais on n'arrive pas tellement vraiment à le définir. Et donc, on va commencer à appliquer des frameworks qu'on a appris. Et puis, on se rend compte que finalement, on ne va pas du tout dans la bonne direction, on ne va jamais trouver une réponse. Et ce que je trouve intéressant dans les consulting workshops,
c'est que on n'apprend pas seulement à appliquer les méthodes qu'on a vues dans le cours, c'est pas seulement ça, c'est surtout on apprend vraiment identifier quel est le problème, quel est vraiment le vrai problème que j'ai. Comment je vais le formuler d'une façon à laquelle je peux y répondre en fait. Enfin, vraiment trouver une réponse. Qu'est-ce que je cherche vraiment comme réponse? Et puis, une fois que j'ai formulé ce problème, comment je vais organiser ça en fait d'une façon qu'on va pouvoir bosser dessus en tant que groupe. C'est pas seulement je vais appliquer ça comme framework, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Parce que quand on bosse, on n'est pas tout seul avec ces méthodes et tout. Enfin, c'est pas comme quand on est en cours, en fait. Donc, on va être 5, 6, 10 personnes, et puis qui va faire quoi? On fait quoi dans quel ordre et tout. Et honnêtement, enfin, sans les consulting workshops, je ne sais pas comment c'est faisable. Et là, l'avantage, c'est que on se lance, en fait. On va se lancer sur notre sujet, et comme il y a régulièrement une session, il y a, je crois, toutes les 3 semaines, un truc comme ça, une session avec Xavier et Bernard, on présente au reste de la promotion là où on en est. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Où est-ce qu'on en est en fait dans la résolution dans la résolution de notre problème? Et en fait, où est-ce qu'on est bloqué aussi? Comment est-ce qu'on peut faire pour avancer? Est-ce qu'il y a Xavier ou Bernard, ou bien des gens dans la promo qui ont des idées pour progresser, justement? Parce que on n'arrive pas, là, on ne sait pas trop, on a besoin d'input extérieur. Et voilà, donc en fait, on est en situation réelle, plus ou moins, parce que c'est un vrai problème, c'est pas un truc imaginaire, c'est pas un business case, un truc qui s'est passé il y a 1 an et tout. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, en fait. Quand on sort, là, j'ai fait 2 cours sur 3, donc au niveau de la promotion actuelle. Mais je pense que quand on sort, en fait, des 6 mois, on a quand même un peu d'expérience à travers les consulting workshops. On a une certaine expérience parce que on a appliqué ça sur une vraie situation, pas seulement des business cases de cours. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a un point très important dans ce que tu viens de dire, c'est que dans la vraie vie, les questions n'arrivent pas sous forme de problèmes clairement posés. En fait, ce qui arrive, c'est un Exactement. thème, une préoccupation ou un problème au sens que la boîte, elle ne fait pas assez de profit. Là, c'était un des trucs qu'on a eu. Ou voilà, c'est une espèce de question un peu vaseuse qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Et ça n'arrive pas avec une étiquette qui te dit « Ah ouais, c'est un problème de business stratégie où il va falloir appliquer tel framework. » Ça arrive à l'école ou dans les cas, mais ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc, l'intérêt, effectivement, de ce genre de workshop, c'est qu'en fait, tu peux arriver avec un truc complètement informel. Et comme dans la vraie vie, enfin, c'est la vraie vie, quoi. C'est un truc, on ne sait même pas quelle est la question, finalement. Et on va commencer par essayer de poser correctement les questions et, comme tu disais, structurer, se répartir le travail, en faire quelque chose sur lequel on peut bosser. C'est exactement ça. Et les frameworks, ils viennent après. En fait, les modèles, les grilles d'analyse viennent après. C'est au fond ça toujours le problème qu'on a dans les cours de stratégie ou d'autres choses, parce que ça marche aussi en marketing ou en finance, c'est le même sujet. C'est que les gens, ils apprennent des méthodes et des frameworks, mais en fait, ils les connaissent, mais ils ne savent pas à quoi les appliquer, c'est-à-dire à quel type de questions ils s'appliquent. Donc là, on vous oblige à faire la démarche inverse, qui est d'abord de poser la question, de savoir, de qualifier, de spécifier le problème sur lequel vous travaillez, et on va aller chercher les frameworks qui correspondent après, c'est-à-dire pas poser le problème en fonction du framework, poser le problème en fonction de la réalité, d'accord? Et ensuite, aller chercher les outils comme aide pour résoudre, Parce que souvent, on fait le truc complètement à l'envers. On se dit, tiens, j'ai fait les 5 forces de Porter ou la matrice de je ne sais pas quoi, ou le business model bidule, et allez, bam, je vais l'appliquer. Voilà. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, Je veux dire, c'est peut-être pas ça le vrai sujet. Donc voilà, c'est exactement cette démarche-là. Alors, si je peux me permettre, j'ai vu plusieurs fois une question qui était posée sur est-ce qu'il y a des prérequis pour faire le programme? Alors, pas officiellement, je ne pense pas, n'est-ce pas? Mais pour en profiter, il faut quand même, à mon avis, il faut quand même connaître un peu le business. Je veux dire, il faut savoir ce que c'est un coût, un compte de résultat, les bases de base, parce qu'on va parler de chiffre d'affaires, de structure de coûts, de retour sur investissement, voire de coût du capital, de trucs comme ça. Alors, on n'entre pas dans la technique. Ce n'est pas le but en stratégie. On n'est pas c'est pas une formation technique. Mais je pense qu'il faut quand même connaître les bases, je dirais, de culture générale de business, Mais vraiment culture générale. C'est-à-dire savoir ce que c'est la comptabilité, le marketing, voilà, Mais voilà, pas plus que ça, mais voilà.
voilà, il faut quand même une teinture de base, quoi. Ok, merci. Je cherche un petit peu les questions. Gladys et Marion sont en train de répondre à certaines questions en parallèle. Alexandra Fanny posait une question sur comment on constitue ces groupes pour les consulting workshops, parce qu'on présente son sujet et on essaye de trouver, sur le forum, et on essaye de trouver des gens que ça intéresse. C'est bien ce que j'avais compris, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. En fait, c'est soit tu mets ton sujet dans le forum, puis il y a des gens qui vont s'intéresser ou pas, qui vont te rejoindre. Et sinon, en fait, pendant les consulting workshops, en fait, tu peux dire, par exemple, le premier consulting workshop, j'avais présenté mon sujet, j'avais dit, j'ai pris 5 minutes, et puis j'ai dit, bon voilà, j'ai ça comme sujet, ça m'intéresse. Donc, est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? S'il y en a que ça intéresse, et voilà, vous me contactez sur le forum, voilà mon mail et tout, et on constitue un groupe et on bosse ensemble. Donc, c'est très informel, hein, la façon dont ça fonctionne. Ouais, c'est Très vraiment informel, mais ça marche vraiment bien. Ouais, c'est par affinité, c'est par consentement mutuel, quoi. C'est pas, il n'y a rien de forcé et c'est, Ouais, mais c'est ça qui est bien justement, parce que je te dis, nous on est 9 ou 10, mais tout le monde est motivé en fait. Et je préfère largement ça que plutôt qu'on soit 10 personnes et puis la moitié en fait en ont strictement rien à faire. Ils sont juste venus pour avoir un certificat au bout du compte et c'est tout, et avoir un beau truc, une belle update sur LinkedIn et c'est tout. Là, on est 10 personnes qui sont vraiment intéressées par le sujet. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Très bien. On a une question de Pascal. Est-ce que les composantes de la data, de l'analytics et de l'IA sont intégrées dans les méthodes présentées? Très peu. Un peu sur la partie problem solving, mais enfin, je ne peux pas dire qu'il y a un non. Ça serait malhonnête de dire qu'on fait de l'analytics et de l'intelligence artificielle dans le programme. Non. Mais cela dit, c'est une très bonne question. Parce que justement, dans le côté justement problem solving, résolution de problèmes, etc., ça devient de plus en plus important. Et d'ailleurs, à HEC, on est en train de mettre sur pied des formations justement de business analytics ou d'intelligence artificielle, big data, etc., parce que c'est vrai que c'est une composante qui se développe. Dans ce certificat-là, on en parle à un moment, mais je veux dire, ce n'est pas le sujet. Ok. Bon, alors, je vois des questions qui se reposent sur les conditions d'évaluation. Ça, je vous renverrai vers le replay, parce que ce sont des sujets qu'on a abordés plus tôt dans le webinaire. Une question pour Gladys sur les frais d'inscription. Alors, donc, les frais d'inscription sont de 2 950 €, sachant que vous avez la possibilité de régler en deux fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Bon, je reviens sur la question du CPF parce que je pense que ça revient encore plusieurs fois, mais c'est vrai que pour le moment, voilà, la formation n'est pas encore éligible au CPF. Mais le dossier est en cours. voilà. On est très positif sur le sujet que ça pourrait arriver prochainement. Et Gladys, tant que tu as la parole, ou c'est peut-être Marion, une idée du taux de réussite sur ce programme? Marion? Oui, alors j'ai répondu sur le forum. Donc, 75% de nos participants vont jusqu'au bout. Donc, il faut savoir qu'il y en a certains qui sont reportés parce que ils n'ont pas forcément le temps ou ils n'avaient pas bien estimé la charge du travail. Mais on a quand même un bon taux qui est valide dans donc les 3 cours et qui sont éligibles à l'examen final. Très bien, je crois qu'on a fait le tour pour les questions. On a un peu dépassé le temps, mais tout à fait acceptable. Bernard, un mot de la fin peut-être. Ton micro est coupé. Merci. Oui, j'ai été très heureux d'animer cette discussion. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Je pense que de toute façon, n'hésitez pas à poser. Donc, vous avez l'email là, notamment l'email de Gladys et même son téléphone d'ailleurs. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions par cette voie-là. Et bien sûr, on essaiera de répondre au mieux.
Voilà, je crois que… Alors, je voudrais remercier surtout Ronan aussi d'avoir participé parce que moi, je pense que ce que je peux vous dire, moi, évidemment, je suis partial puisque je suis prof, je dirige ce programme. Enfin, j'ai toutes les caractéristiques pour que vous ne croyiez pas ce que je dis. Donc, je pense que c'était super d'avoir le témoignage d'un vrai participant qui peut raconter comment ça se passe effectivement. Je trouve ce qu'il y a de mieux finalement parce que je pense que c'est les participants en fait qui en parlent le mieux. Donc, je voudrais vraiment remercier Ronan pour avoir participé et nous avoir fait part de ce qu'il fait dans le programme. En tout cas, moi, je suis très content de l'avoir comme participant dans le programme. Lui et beaucoup d'autres. Malgré toutes les questions stupides que je pose en cours. Non, non, au contraire, parce que moi, je dis toujours qu'une question est une opportunité pédagogique. Il n'y a jamais de questions stupides, ça n'existe pas. Donc, on essaie toujours de… Et comme tu le dis, en fait, d'entretenir ce dialogue et que ça ne soit pas juste un truc descendant avec des vidéos, etc., même s'il y en a Complètement, beaucoup, ouais. mais d'entretenir ce dialogue et d'établir un véritable contact, même si c'est en ligne, d'établir un contact avec les participants. Encore une fois, ce n'est pas avec tous les participants, c'est ceux qui souhaitent que ça se produise. Et il y en a un certain nombre qui le souhaitent et qui font ça très bien. Donc, merci Ronan d'en faire partie. Et je t'en prie. Merci à toi aussi, Bernard. Merci à tous les deux. Merci Marion et Gladys. Moi, je retiendrai qu'apparemment, c'est un programme qui se passe dans la très bonne humeur. Et du coup, j'espère que on vous apporte les réponses que vous cherchiez. Gladys sera présente pour vous répondre par email ou par téléphone. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup, Nina. Merci, Gladys. Merci, Marion. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir participé. Merci.